34. La notion de réflexe. Psychologie. 34. La notion de réflexe. 1. Grand 1. Généralité. Le réflexe est un bon exemple pour se rendre compte des circonstances amenant à l'évolution des idées dans les sciences. On assiste à des progrès considérables, pas forcément maîtrisés, difficiles à suivre, et on ne comprend pas toujours pourquoi on n'avait pas pensé ça avant. En abordant ces études durant environ 10 ans, pendant lesquelles on acquiert un certain nombre de connaissances, au bout de ces 10 ans, on estime que plus de 20% des acquis auront changé. La vitesse des progrès s'accélérera. Nous devons donc remettre à jour nos connaissances. Nous avons 2 possibilités. Nous pouvons apprendre un maximum de choses par cœur, sans les comprendre. Et nous serons alors peut-être de bons exécutants. Ou nous pouvons aisément nous sortir de cette impasse, nous en sortir, d'exécutants nous en sortir, en essayant de comprendre un minimum la construction des idées en médecine et dans les sciences. Donc, c'est à titre d'exemple que nous avons choisi cette année de parler des réflexes. Les réflexes sont sûrement représentés pour beaucoup de personnes par plein d'images, pleines de notions différentes et probablement des notions différentes entre elles, mais aussi différentes pour chacun et chacune d'entre nous. C'est le résultat de notre perception de cette réalité. L'image que l'on se fait du monde et de son fonctionnement est extrêmement tributaire de l'environnement dans lequel on se trouve. Nous devons travailler avec des connaissances en perpétuelle évolution, mais nous devons à un moment donné considérer certaines choses comme exactes, sinon nous ne pourrions jamais travailler. Il faut donc se remettre en question périodiquement. Grand 2, le réflexe et les mouvements. Le réflexe peut s'envisager dans un champ plus large de connaissances, celui du mouvement. En effet, c'est le problème même du mouvement en tant que caractéristique de l'être vivant qui est ici en question. Grand A, origine et mécanisme du mouvement. Depuis de nombreux siècles, on se pose la question de l'origine du mouvement, de ses mécanismes et de leur contrôle. On va se cantonner à des explications dont on possède des traces dans l'histoire du bassin méditerranéen, de l'Europe au sens large. 1. Explication selon Aristote. Aristote, 384-322 avant Jésus-Christ, était le premier grand philosophe à réfléchir sur le vivant, Aristote. Il a écrit des ouvrages d'histoire naturelle sur les animaux, des parties d'animaux, le fonctionnement de leur corps, et il s'intéresse en particulier au mouvement des animaux et à la marche, Aristote. On s'attend donc à trouver des explications dans cette réflexion, notamment dans cette dernière partie, où curieusement, on ne trouve pas une seule fois le mot grec équivalent au mot français muscle. Non. Dans nos idées, le mouvement sont exécutés grâce à des muscles. Alors que lui, c'était plus un côté philosophique, Aristote. C'est pour ça que nous aborderons un peu des côtés un peu particuliers de la philosophie pour essayer de comprendre comment il pensait, lui, Aristote. En toute modestie. Alors, comment explique-t-il le mouvement? Il explique dans le cadre général de ses théories philosophiques, et pas seulement pour le mouvement des animaux, et à partir de ces théories philosophiques. Aristote considère que dans tout mouvement, il faut distinguer ce qui meut et ce qui est mu. Quelle est
L'objectif, finalement, la conséquence, est comment cela fait pour y aller. Autrement dit, un immobile actif, ce qui meut, une idée peut-être, et un mobile passif, ce qui émue peut-être le corps. Dans ce contexte, l'âme, et peut-être l'esprit bien sûr, vont pouvoir mouvoir le corps, vont être le principe actif, immobile, d'un corps mobile, du corps physiologique. Quels sont les instruments de cette mobilité du corps pour Aristote? Et le problème, c'est un problème aussi de vocabulaire et de traduction, entre autres, qui nous est arrivé jusqu'en français, ici aujourd'hui. Et avec les temps, la valeur des mots MOTS par rapport à l'esprit. La lettre et l'esprit changent avec le temps, avec l'histoire aussi. Puisque ce ne sont pas les muscles, finalement, dont on parle. Aristote explique que les mouvements se font avec les os et les nerfs. Les os sont tirés par les nerfs, comme le bras d'une catapulte par les câbles tenseurs. Dans le mouvement du membre, le moteur immobile ne l'est que relativement, puisque l'on est dans un contexte où tout bouge. Or, à partir du moment où l'on crée une relation, elle se fait toujours par rapport à un absolu, donc par rapport à une idée, et une idée philosophique sûrement. Il est donc nécessaire d'avoir un principe au sens étymologique du terme, c'est-à-dire de primum movens, un principe, quelque chose qui va mouvoir en premier. Et ici, c'est un peu en passant par les idées et pourquoi pas les corps subtils. Le cœur va mouvoir et être à l'origine des mouvements. Quand on parle de cœur, on s'adresse aussi à l'astral, aux émotions, aux sentiments, ce qui pourrait faire le principe du mouvement, à la fois anatomiquement et fonctionnellement, quel que soit l'emplacement où il se trouve finalement. Il est à l'origine des veines et à ce titre, c'est aussi l'origine du sang. Aristote décrète que le cœur est aussi à l'origine des nerfs et donc dispensateur des mouvements. Pour Aristote, finalement, le corps subtil du cœur, de l'astral, les émotions, les sentiments, c'est aussi à l'origine des nerfs. Il propose dans son système très cohérent que le cœur est l'organe principal. Aristote affirme même que c'est l'acropole de l'organisme, ce qui l'oppose à Platon, qui, lui, Platon, dit que le cerveau est la citadelle du corps humain. Pour Aristote, ce cœur est en quelque sorte un animal à l'intérieur de l'animal. Des sentiments, des émotions, finalement, dans le cœur. C'est-à-dire qu'il lui accorde, Aristote, indépendance et autonomie. Aristote remarque très justement que le cœur est aussi ce qui se forme d'abord en premier dans l'embryon. Aristote considère que ce qui se forme en dernier lieu va périr en premier. Et donc ce qui dans l'organisme meurt le dernier devrait être le premier formé, le cœur. C'est d'ailleurs une formule qui sera prise plus tard dans sa forme latine, le cœur primum movens, le cœur premier en mouvement, ultimum moriens, le rire, le cœur. Le cœur est donc le principe de la vie, du mouvement, à un triple point de vue pour Aristote. Chronologique, premier chez l'embryon, logique, et ontologique. Ontologique puisqu'il s'agit d'un problème dépassant les individus êtres humains et concernant toutes les espèces. À partir de ce système, Aristote va en arriver à affirmer des choses qui peuvent nous choquer, peut-être, et qui, curieusement, ne choquaient pas nos ancêtres.
Le cœur n'est jamais atteint d'infection grave pour Aristote, car il est dans le principe du mouvement, l'organe maître, d'où tout découle le cœur. L'argument d'Aristote est qu'un chef n'a pas le droit d'avoir des défaillances. Pas de vulnérabilité, pas de faiblesse pour un chef, donc pas de défaillance pour le cœur, pour Aristote. Comment ce mouvement émis par le cœur est réalisé par les membres? Il y a une distinction difficile à saisir. Le mouvement du cœur, en tant qu'organe principal, est transcendant par rapport au mouvement des membres qui dépendent de lui. Ça mérite une petite explication. Le mouvement des membres est dit involontaire. Conséquence. En fait, transcendant, si on prend l'image du cœur qui est situé au même endroit physiologique. C'est plus difficile à le comprendre par rapport aux membres. Mais si on prend une image des corps subtils qui enveloppent le corps physiologique, par exemple dans le cœur, le corps donc astral, où il y aurait notamment les émotions, les sentiments, découlerait de l'extérieur à l'intérieur sur le corps physiologique et le cœur physiologique, qui le tiendrait en place, on arrive peut-être mieux à comprendre. Donc le mouvement des membres est dit involontaire par rapport à ce cœur. Involontaire ou qui ont une conséquence sur les membres. Il faut distinguer le mouvement non volontaire parmi les mouvements des membres, les mouvements volontaires, involontaires et non. Involontaire, une conséquence, non volontaire, consciemment non volontaire, c'est-à-dire le repos, la tonicité, on ne fait pas spécialement d'efforts et on est dans un état non volontaire, mais conscient. Les mouvements non volontaires sont des mouvements habituellement non pris en charge par la volonté, tels la veille, le sommeil et la respiration. Et ça, ce sont les mouvements, ce qu'il appelle Aristote, non volontaires. Voilà, la veille, on peut marcher au radar et être éveillé. Le sommeil, l'état de sommeil, la préparation au monde des rêves, la respiration qui se fait sans la volonté entre autres, non volontaire. Mais on peut volontairement décider de dormir, de s'arrêter de dormir, de rester éveillé et respirer ou moduler sa respiration. Aristote a écrit des traités particuliers sur ces différents mécanismes. Le cœur, lui, requiert une toute autre explication que le mouvement musculaire. Il est le foyer de ce que l'on peut appeler chaleur animale, qui correspond bien à une partie d'un feu originel, stellaire, quelque chose répandu dans l'univers et s'incarnant en quelque sorte dans le cœur. Tout ceci est valable pour les animaux pourvus de sang et de sang chaud. Aristote va trouver d'autres parties homologues du cœur chez des animaux dépourvus de sang pour expliquer les mêmes mécanismes. Quel est le cœur, le rôle de ce cœur?